Omar, je te remercie pour l'accueil. Là, je suis chez toi, comme la famille. Tu m'as ouvert la porte. C'est pas On n'est que, pas Zaouia pour rien. et c'est pas que des mots quand je t'entends parler de partage. Ah, C'est ouais. pas que des mots, puisque C'est héréditaire, papa. voilà, en fin de compte, moi-même, je t'ai rencontré, tu as été super généreux tout de suite avec moi. Moi, ça fait longtemps que je fais un projet. Je suis sur la fin. Ouah, je suis trop content que tu sois dedans. Je dis pas ça pour. C'est la vérité. En fait, c'est un peu une chance, hein. C'est une aubaine en fait. Et en même temps, le destin, des fois, il fait Paul que Éluard, il n'y a pas de hasard, c'est des rendez-vous, papa. c'est un rendez-vous. C'est vrai. D'ailleurs, on s'est donné rendez-vous il y a quelques jours. Et on s'est dit qu'on allait se voir. Éventuellement, qu'on allait faire une petite séquence dans le taxi, aussi à Montfermeil. Et finalement, on a passé tout notre temps ici. On a fait quand même 2 heures, même un petit peu plus de 2 heures, 2 heures et demie. Parce que même sans être dans le taxi, je t'ai fait voyager dans mon taxi, dans le Mais sens où carrément, je t'ai raconté tu- ces tu petites m'as- histoires. tu m'as même ému. Mais Tu c'est m'as les clients, ému, c'est mes clients. Moi, c'est les clients qui m'ont fait plaisir parce que j'avais compris qu'ils avaient une culture. Et c'est beau. Bah, c'est de toute façon, en réalité, on a tous plus ou moins de la culture. Après, c'est l'occasion qu'on se donne de la dévoiler. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Quand on fait des rencontres et qu'on a envie, sans le vouloir, hein, c'est même, tu sais, à un moment donné, c'est comme quand on, comment on appelle ça? Il y a une phrase qui dit ça, qui dit, bon, alors, comment on appelle ça? C'est Ça a avalé le poisson, comme on dit chez nous. forcer Le destin. non, le respect. Tu Ah, vois, comment dire, ouais, forcer le respect. Voilà, c'est-à-dire, tu peux pas faire autrement. Tu te retrouves en face de quelqu'un, il te respecte, tu le respectes. respecte. Il y a un truc qui se passe. Allez, C'est-à-dire que viens. Tu peux pas. Viens, on va partager notre instant. Voilà, tu peux pas. Non, faire autrement. c'est exact, c'est tout à fait ça. C'est merci de ta part d'avoir pensé à créer ce petit, ce long et peut-être grand reportage que tu es en train de nous proposer afin de laisser une trace pour les futures générations. Ça, pour moi, c'est merci beaucoup. Merci. En fait, j'allais dire, c'est pas possible sans vous, en fait. Parce que moi, finalement, ce que j'ai fait avec la plupart des gens qui ont qui ont cette passion de la musique, de la soul, de la funk, du hip-hop, du rap français, moi, je me suis focalisé sur cette possibilité, cette capacité que j'ai ressentie en moi de pouvoir aller vers certaines personnes qui détenaient des connaissances vis-à-vis de l'art en général, et notamment par rapport à ce projet, Sahab la Soul et de la Funk, qui est un projet qui est par rapport à la soul, la funk, le hip-hop, et tout mélangé par rapport aux samples, etc., etc. Et quand moi je rencontre des gens comme toi, ou dans ce genre de circonstances, de circonstances comme ça, un peu par hasard, etc., même si, comme tu le dis très bien, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Bah, en fait, pour moi, c'est une aubaine. Parce qu'en fait, moi, grâce à beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, j'ai pu, moi, exister. Me faire exister. Ça a été ma manière à moi d'exister. C'était pas forcément d'avoir énormément de vinyles, même si j'en ai pas mal. Oui. Voilà, mais c'est plutôt d'avoir beaucoup d'archives, beaucoup d'images de personnages comme toi, comme toutes celles que j'ai pu filmer un petit peu partout, quoi. Vraiment partout, partout, partout. Et tu vois, une des premières. Là, on est resté au moins 2 heures, 2 heures et demie. On a parlé de bouquins, de regarder, il y a de vinyle, de soul, de funk, de hip-hop, de ce que ça nous a procuré, des bosquets, des quartiers populaires de 2005, des émeutes, on a parlé de tout, vraiment, de toute la culture, de livresque aussi, romanesque. On a parlé d'Aznavour, on n'est pas resté bloqué. Alors, On n'est que la soul et la funk, parce qu'il n'y a pas que la soul et la funk. exactement, c'est tout un mélange. Et c'est vrai que je t'ai attaqué avec ce morceau-là. Voilà. Mal parti. Mal parti, est-ce que c'est une question que je t'ai posée? Est-ce qu'on est mal parti? Est-ce qu'on était mal parti, nous tous, dans les quartiers sensibles, comme ils le disent? Je sais pas si c'est vrai. Bah, oui, on est sensible. On est très sensible à la soul, à la funk, à la musique, parce à que l'art en général. c'est un rappel. C'est une sorte de petite. Ouais. Et excuse-moi.
excuse-moi de t'avoir coupé, mais c'est vrai que ouais, moi, toi, t'as choisi plein de morceaux de soul, de funk, de hip-hop américain, les Last Poets, t'as choisi du hip-hop français, etc., etc. Voilà, moi, je mets ce morceau-là parce que ce morceau-là, c'est. Avant, je n'étais rien. Avant, on n'était rien. Temps pour en arriver là. Personne se flatte, j'irai même moi de soit. Chaque mot, chaque phrase, un combat. Claque ma rancœur, pleure, plus la sueur. Un poids sur mon stylo de moulot, mot à mot. Je revois mes parents qui me disaient oh, dis oh, laisse-toi finir au pot. T'es en retard, par idiot. Pense à l'école, au lieu de veiller toute la nuit pour tes idoles. Quand j'y repense, c'est pas drôle. Ce que je faisais, j'osais les épaules. Couché au sol, curieux. Derrière l'écran, j'avais le mauvais rôle. Sérieux, c'est pas de eux qu'on rigolait. Quand je partais tous les matins sur mon chemin, sans rien, sans cahier. La tête aux pieds, sans lacet. Les Bosquets, là, il y a un chef-d'œuvre. Quartier. Qu'on fera jamais, papa. Mieux que tous les films. C'est un des meilleurs documentaires. Ça, c'est la tuerie de la tuerie. Merci Lajli de nous l'avoir fait. Et vous voulez que je vous dise quelque chose, la famille? Vous savez, Scarface. On va le mettre de côté. Et je suis content de voir Serpico, l'incorruptible. Celui qui a su aller chercher la vérité. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Vous avez déjà vu ce film-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, ça c'est. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Moi, je suis plus Serpico que Scarface. Ben, parce qu'en même temps, comme j'ai beaucoup dit à mes potes, vous en connaissez beaucoup des Scarface qui ont bien fini. Non. Mais il y a des Serpico quand même qui ont réussi à avoir une retraite. C'est vrai. C'est ça, c'est exactement ça. Regardez. Là, c'est vrai, ouais. Ça fait pleurer, ça. Oh. Ça, c'est. C'est ce que j'appellerais le secret musical de beaucoup. 1973, disque d'or, papa. Et pourtant, c'est une histoire qui leur a valu la prison, la mort pour certains, l'exil, le reni de ses origines, ouais. Comment on pourrait dire, l'enlèvement pratiquement de la nationalité. Parce qu'ils ont osé dire les vérités. Eh ben nous, avec tout ce qu'on fait au quotidien, on prend des risques aussi, parce qu'on ne veut pas trop nous écouter. Il faut prendre des risques. Et même si aujourd'hui ça va mieux, pour les fils d'immigrés, les petits-fils d'immigrés, c'est vrai que ça va mieux quand même, malgré tout. Oui, faut pas se mentir. On a encore du chemin à faire. On a encore du chemin à faire et il y a quand même une grosse pensée pour tous ceux qu'on a perdus en chemin, hein, pour telle ou telle raison. Et en fait, le but c'est pas de parler de la soul et de la funk ou du hip-hop. En fait, le but c'est de parler de nos vies, parler de nous, parler de ce qu'on a vécu. Ben oui. Voilà, tu sais que le rap français quand même, il y a un truc qui est fort aussi. Hein. Ouais. Je sais pas si un jour tu avais vu, mais il y avait un sujet qui avait été fait avec un journaliste américain, spécialiste de la musique nord-américaine, et qui avait décidé d'inviter un rappeur français aux États-Unis. Et à un moment donné, il fait rentrer le rappeur français dans un appartement d'un gros rappeur américain, mais qui n'était pas là. Il a dit, ouais, il lui a laissé les clés et tout pour le laisser rentrer. Il lui dit, au rappeur français, il lui dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui te choque dans cet appartement? Puis le jeune rappeur français qui venait effectivement de commencer le rap, il voit un appartement, le luxe, mais le top, le luxe. Tu connais comment ils sont les Américains, c'est tout en grand. Et là, le petit jeune, il est surpris, il dit, ouais, bah, on voit qu'il a réussi. Mais le journaliste insiste, on lui dit, non, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te choque dans cet appartement, oui ou non? Et là, le gars, il regarde, il dit, non, mais on voit simplement qu'il a réussi. Et le journaliste lui dit, non, petit, t'as pas compris. Regarde. Il dit, dans son appartement, il n'y a même pas un journal. Alors, comment peut-on être rappeur américain sans avoir ne serait-ce aucun appui, un support, ne serait-ce qu'un journal ou un livre? Alors que vous, en France, quand je suis venu chez vous pour observer votre quotidien du rap, les gars, ils lisent Le Parisien, ils vont lire Le Monde, ils vont lire des journaux, ils vont lire des bouquins, afin d'apporter une certaine valeur de ce que vous lisez. Alors que nous, aux États-Unis, on n'a pas ça. Alors que vous, en France, vous avez cette culture. Alors, tu vois, même l'Américain jalousé. Eh ben, tu sais quoi? Regardez, la famille.
Je suis pas chez moi, désolé. Hein. Je t'en prie. Omar. Ouais, ce bouquin. Victor Hugo. Voilà. Le Châtiment, c'est un pamphlet qu'il a écrit avec différents petits poèmes et différents petits écrits. Ouais. Et c'est vrai que moi, ça m'a été offert par un monsieur qui est dans le taxi. Il a dans son coffre, il a des collections de vieux bouquins. Et un jour, il m'a croisé, il a vu que j'étais en train de bouquiner, il m'a dit, tu aimes lire, mon fils? Je lui ai dit oui. Et il m'a offert ça. Il m'a dit, tiens, mon fils. Et ça, par contre, alors, s'il te plaît, tiens, on va juste ouvrir la première page, comme ça, juste comme ça, parce qu'elle est un peu désuète. Mais je voudrais juste vous montrer quand même la date, vous voyez? 1911, d'accord? Et qu'est-ce qui a marqué? Approuvé par Monsieur l'évêque de Versailles. C'est le livre d'histoire de l'éducation nationale du début du XXe siècle. Maintenant, comme je te dis, j'ai essayé d'expliquer, il y a des choses qu'on ne peut pas en vouloir aux enfants d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a toujours parlé de ce qu'on appelle l'esprit de conditionnement de l'esprit. D'accord? Nous, on a été conditionnés aussi dans nos vies, dans nos pays. L'Algérien, le Marocain, le Tunisien, l'Africain. Ouais, on nous a conditionnés dans nos histoires et dans nos vies. Mais le Français, lui aussi, il a eu son conditionnement, mais il s'en était même pas aperçu. Et ce du conditionnement a été fait dans leur petit livre d'histoire. Ça, c'est le livre d'histoire de l'éducation nationale. Et lorsque tu te permets de lire, entre guillemets, profondément, si tu dois lire l'histoire sur Mohamed, sur les Omeyyades, comme tu dis, tu vois, on nous dépeint comme des barbares. Alors, imagine-toi que le grand-père d'une famille qui a été à l'école à cette génération-là, pour lui, dans sa tête, ce qu'on lui enseigne, c'est la vérité. Donc, qu'est-ce que va faire le grand-père? Il enseigne à son fils ou à sa fille, voilà ce qu'on nous a enseigné, et voilà et ça va se propager comme, comment on pourrait dire, comme un feu de Bengale. Ça va se propager de génération en génération jusqu'à un jour. Et là, on s'aperçoit effectivement que le français d'aujourd'hui, il est un petit peu moins que celui du grand-père. Parce que son livre, aujourd'hui, il a changé. Et son regard sur la société, elle est différente. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'Internet, il y a tous ces trucs-là. Donc, moi, j'ai vu pas mal de personnes qui se sont dit au bout d'un moment, et qui me l'ont dit, ah ben, vous, les Arabes, vous avez quand même bon dos. Et ils se sont intéressés à notre histoire d'une autre manière, c'est-à-dire, ils ont été lire. Et là, ils se sont aperçus effectivement que oui, il y a ce fameux conditionnement de l'écriture qui a été fait dans l'esprit de l'être humain, qui a fait qu'on a dépeint des certains êtres. L'arabe, c'est écrit, ne lui tournez jamais le dos. C'est presque comme si tu lui tournes le dos, il va te mettre un coup de couteau dans le dos. Et concernant l'Africain, en lui-même, il disait, c'est un grand enfant souriant. C'est-à-dire que lui, tu peux tout lui demander. Presque l'enfant, le noir, c'est un enfant. Oui, oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur. Non, non, c'est faux. Après, regardez aujourd'hui. Ils sont en pleine révolution. Parce qu'ils réclament leur identité. Et tu sais, moi, je trouve qu'on écoute trop de musique, qu'on regarde trop de films et qu'on lit pas assez. Voilà. Mais ça, c'est l'erreur que j'ai dit à beaucoup de monde. Et tu vois, et là, on a parlé, on a regardé pas mal de bouquins là. Hein. Là, tu m'as présenté pas mal de bouquins. Hein. Tu vois, Sweet Soul, musique. Ça parle de l'histoire, effectivement, qui va commencer donc de le départ. Peter Gelrenek, comme j'ai cité toute une personne. Lui, pareillement, son histoire, elle est extraordinaire par rapport. On en a parlé. Voilà, il va te raconter son parcours, que lui, au lieu de suivre le chemin de l'école, il a pris l'autre chemin. Ouais. Voilà. C'est ça son combat, qui va lui mener, effectivement, dans d'autres sphères qui ne sont pas les miennes. Sinon, si je devais te montrer d'autres bouquins, j'en ai des monstres. Il va y avoir, je sais pas moi, bon, c'est vrai qu'il y a l'histoire de James Bond, que tout le monde connaît, qui m'a été dédicacée spécialement par, tu ouvres la pochette là, ouvre-la, par Madame Griffith, sa choriste, qui va me le dédicacer, et j'ai eu la chance de l'avoir en interview, tout seul. À l'époque, c'était à Bobigny. Elle était en train de se présenter avec un groupe qui s'appelle The Shaolin Temple Defenders, qui est un groupe bordelais, qui fait de la funk française, et dont ils avaient effectivement intégré Griffith dans son groupe. Et elle m'a fait une dédicace, parce que si je te disais l'interview, tu vas rigoler. L'interview démarre super bien. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié d'appuyer sur enregistrement. Okay. On recommence. On a été obligé de recommencer. Mais elle a rigolé. Je te jure, elle s'est tapée une barre de rire. Elle m'a dit, elle m'a dit, t'es exceptionnel. Quand elle m'a fait la dédicace, elle m'a dit, tu t'appelles comment? J'ai dit, je m'appelle Omar. Like my son is Omar. Je dis, ah ouais, vous avez un fils qui s'appelle Omar? Je dis, voyez madame, il n'y a pas de hasard. Mais j'avais oublié d'appuyer sur enregistrement. Mais là, tu m'as fait penser à quelque chose que moi j'ai filmé à Beauval, à Meaux. Quand ils démolissaient tous les bâtiments. Les tours. Et en fait, un jour, j'ai filmé des jeunes du bâtiment dans lequel j'ai grandi, à Champagne. Un projet que j'ai appelé Opération Champagne, d'ailleurs, par rapport à la démolition des tours et des grands ensembles en France.
Et j'ai oublié de mettre une cassette. Toi aussi. Mini VHS. J'ai oublié. Tu t'imagines tellement t'es Ouais. en mode t'es stressé à l'intérieur parce que t'as envie de le faire proprement. Il y a des choses que je peux pas te raconter, là j'ai honte. Non mais Parce que j'ai tellement stressé bah oui. en face de Bah, tu crois qu'on soit quand que t'arrives. j'ai oublié de mettre le micro. Ouais, mais plein de choses. Première émission de radio. Tu veux savoir ma première émission de radio? What's going on? Le gars qui l'a fait avec moi, il pourra te raconter la vérité, il s'appelait Sosa, c'était Cédric. On commence notre première émission, donc on est à Valais FM, on commence, le gars il a dit ça y est, c'est bon, vous pouvez commencer, vous avez le feu vert. Ok, d'accord. Zama, c'est parti. On a oublié d'appuyer sur enregistrement.